Madame, Monsieur, bonsoir. Dans ce journal, de très vives inquiétudes à la frontière entre l'Irak et le Koweït, où des troupes irakiennes sont rassemblées depuis le milieu de la journée avec des divisions blindées. Une concentration qui est prise très au sérieux par les États-Unis. Les obsèques des 3 policiers tués dans la fusillade du bois de Vincennes. L'enquête sur la secte du Temple solaire. Un mandat d'arrêt a été lancé contre les responsables de cette secte. La polémique autour de l'annulation du voyage en France de l'écrivain du Bangladesh, Taslima Nasrin. Une polémique qui s'est amplifiée aujourd'hui et que nous évoquerons avec Jack Lang, qui est notre invité. Bonsoir. Également à la veille du week-end du sport, avec les derniers préparatifs de l'équipe de France de football, qui joue demain contre la Roumanie. Saddam Hussein a donc décidé une nouvelle fois de mobiliser des troupes et des divisions blindées le long de la frontière entre l'Irak et le Koweït. Il est bien évidemment trop tôt pour parler de nouveaux risques de conflit dans cette région du Golfe Persique, mais ce mouvement de troupes est pris très au sérieux par les États-Unis. Laurent Boussier. Gesticulation, provocation ou réelle menace, l'annonce faite par les Américains de mouvements de troupes irakiennes vers le Koweït rappelle évidemment des souvenirs vieux de 4 ans. 2 divisions motorisées et blindées qui s'approchent de la frontière et la tension monte. Les Américains se disent prêts à faire face à toute agression et ils font eux-mêmes manœuvrer leurs troupes au Koweït aux côtés des unités koweïtiennes. Des bruits de bottes qui résonnent au moment même où Tarek Aziz, le ministre irakien des Affaires étrangères, fait un discours à la tribune de l'ONU où il reparle de la levée de l'embargo du blocus pétrolier qui asphyxie son pays. Étrange coïncidence, d'où les arrière-pensées ne peuvent pas être exclues ni d'un côté ni de l'autre. Rotomontade irakienne contre mise en garde américaine, la situation à Washington est jugée assez sérieuse pour que Bill Clinton lui-même en parle. Nous regardons les mouvements de troupes de très près. Les États-Unis ont pris des mesures nécessaires à titre de précaution, mais l'Irak se trompe, ajoutera Bill Clinton, s'il pense qu'il peut répéter les erreurs du passé. Saddam ferait une erreur s'il croit que nous sommes moins déterminés qu'avant. Dans une région où le feu peut se rallumer à tout instant, les risques de dérapage existent. Le Koweït, par exemple, annonce déjà le rappel de ses réservistes pour la fin de la semaine. Troupes au sol, bateaux et avions, en plus des Américains, des militaires anglais et français sont présents dans la région. 6 Mirage 2000 de défense aérienne et un avion ravitailleur de l'armée de l'air sont en ce moment même basés à Daran, en Arabie Saoudite. Cet embargo instauré par les Nations Unies depuis 1990 pour faire pression sur le régime de Bagdad étrangle l'économie et il rend de plus en plus difficile la vie des Irakiens au quotidien. Nos envoyés spéciaux Dorothée Oliéric et Frédéric Delarue témoignent de cette exaspération de la population. Maria n'a qu'une peur, s'évanouir quand elle dansera le jour de l'anniversaire de Saddam Hussein. Maria n'a pas 10 ans. Maria est une enfant du régime. L'embargo, ce sont les Américains qui l'ont décidé. Et moi, je leur demande, qu'est-ce qu'ils veulent à l'Irak? Pourquoi ont-ils fait cela? Le cri de Maria, c'est le cri de tout un peuple asphyxié par près de 4 années d'embargo. Le gouvernement distribue des cartes de rationnement, mais pour vivre, il faut davantage. Et là, les prix sont devenus fous. Un poisson, 1 mois de salaire, 1 kilo de riz 50 fois plus cher qu'avant la guerre. Quant à la viande, elle est devenue totalement inabordable. Nos enfants sont en train de mourir parce qu'il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus de lait. S'il vous plaît, levez l'embargo. L'embargo n'interdit pas l'importation d'aliments ni de médicaments, mais les Irakiens n'ont plus de devises et leurs avoirs à l'étranger sont bloqués. Conséquence, leur système de santé s'est effondré et l'on meurt en silence dans les hôpitaux de Bagdad. Pourtant, il est difficile d'imaginer qu'un jour il y eut la guerre. Il est difficile aussi de se rappeler les bombardements et les éclairs qui zébrèrent le ciel de Bagdad. Du conflit, il ne reste aucune trace apparente, même les tours ont ressurgi. Seuls au monde, les Irakiens ont reconstruit, mais ils n'ont pas oublié. Ils n'ont pas oublié la défaite et ils ont appris l'humiliation et parfois aussi la débrouille.
Ça m'est égal le blocus, même s'il est infligé encore 20 ans de plus. Et je connais beaucoup de gens, ils en profitent si le blocus il reste sur l'Irak, je veux dire. Ça m'est égal parce qu'ils vivent meilleur que quand c'est avant la guerre. Chaque jour, les Irakiens peuvent voir à la télévision ces images à la gloire de Saddam Hussein. Le message est clair, le chef de l'État irakien est un homme fort qui ne craint rien ni personne. Plus de 3 ans après la guerre du Golfe, le leader, haï par l'Occident, a su regagner les faveurs d'une population désespérée. Sursaut de nationalisme, d'islamisme aussi. Dans les mosquées, on découvre aujourd'hui que Saddam Hussein, le laïc, est désormais descendant du prophète. Et l'on se dit que l'Irak est décidément bien proche de Dieu et à des années-lumière des États-Unis. Voilà, nous rejoignons tout de suite en direct de Washington notre correspondant permanent Jean-Marc Ilouz. Jean-Marc, pour essayer de savoir si les États-Unis prennent véritablement ce déploiement de troupes au sérieux. Jean-Marc Ilouz. Bien, apparemment un petit problème de son. Nous essaierons de retrouver Jean-Marc Ilouz un peu plus tard dans le journal. Nous passons à la suite de l'actualité en France maintenant. Le gouvernement a tenté toute la journée d'apaiser les tensions provoquées par l'annulation du voyage de Taslima Nasrin, l'écrivain bangladais. La polémique continue tout de même de gronder. Des voix se font entendre pour reprocher au gouvernement le prétexte de la sécurité personnelle utilisée hier, alors que d'autres pays ont déjà accueilli Taslima Nasrin récemment. Roland Sicard. Taslima Nasrin continue à voyager. Depuis quelques semaines, elle est allée en Norvège, aux Pays-Bas ou encore comme ici au Portugal, toujours sous bonne escorte. Alors, quand la France ne lui accordait qu'un visa de 24 heures, juste suffisant pour participer à l'émission de Bernard Pivot, beaucoup n'ont pas compris. Et comme c'est le ministère des Affaires étrangères qui délivre les visas, Alain Juppé s'est très vite expliqué. La seule préoccupation qui nous a guidés est la préoccupation de sécurité. Sécurité intérieure, sécurité. Pour l'intéresser elle-même et comme il est d'usage dans ce cas, j'ai donc consulté les autorités chargées de la sécurité intérieure avant de délivrer le visa. Si ces autorités m'indiquent que la sécurité de Mme Taslima Nasrin peut être assurée plusieurs jours, il n'y a aucun problème, de mon point de vue, pour délivrer le visa. Donc, le blocage serait venu du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire de Charles Pasqua. Mais quelques heures plus tard, coup de théâtre, les affaires étrangères n'auraient jamais demandé un visa de plusieurs jours. Les services consultés seulement sur le fait qu'elle devait participer à une émission ont émis l'avis de donner un visa de 24 heures pour lui permettre d'assister à cette émission. Point final. Nous avons été consultés sur rien d'autre, alors qu'on nous consulte, et on verra bien. Deux ministres qui se renvoient la balle, voilà qui fait un peu désordre. Résultat, aujourd'hui, beaucoup commençaient à s'interroger. La France est un pays qui lutte contre l'islamisme et se doit donc d'accueillir tous ceux qui combattent justement contre l'intégrisme musulman. Je suis désolée qu'il y ait eu une erreur d'appréciation due, je pense, au fait que deux ministères étaient saisis du problème de son voyage en France, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur. Interrogation chez les politiques, mais aussi chez beaucoup d'intellectuels, et non des moindres. Je pense qu'elle devrait venir pour aussi longtemps qu'elle désire, à mon avis en tout cas. Alors, comme c'est souvent le cas, l'explication officielle est venue de Nicolas Sarkozy, porte-parole du gouvernement et proche d'Édouard Balladur. En fait, c'est tout simple, on avait mal compris. Bon, il n'y a pas d'affaire. Le gouvernement français a toujours été d'accord pour donner un visa plus long. La question, c'est que nous sommes responsables de sa sécurité et de la sécurité de nos concitoyens qui se trouveraient à ses côtés ou dans un lieu public où elle serait elle-même. Il n'y a pas de divergence entre la place Beauvau et le Quai d'Orsay sur ce point ? Écoutez, la position du gouvernement français est très claire. Je l'exprime là au nom du Premier ministre et donc il y a une seule position. En tout cas, le gouvernement faisait très vite savoir à Taslima Nasrin qu'elle pouvait finalement bénéficier d'un visa de plusieurs jours. Trop tard, l'écrivain n'a plus envie de venir pour le moment. Et l'écrivain qui ne participera évidemment pas ce soir, comme c'était prévu à l'émission Bouillon de culture avec Bernard Pivot vers 22h30. Taslima Nasrin, qui a été condamnée à mort par les intégristes musulmans de son pays, habite, vous le savez, actuellement dans la région de Stockholm, en Suède. Elle s'est sentie humiliée par la décision des autorités françaises et a donc préféré refuser les nouvelles propositions qui lui étaient faites aujourd'hui. Son témoignage au téléphone recueilli il y a 1 heure à peine par Michael Darm. This morning I was told by a French ambassador in Stockholm that I can get visa for 3 days, but I will not be allowed to go to public places.
If I cannot go many public places, if I cannot meet many people, why should I go to France? So I think it is better not to go to stay in hotel room in a country like France, the land of liberty. I cannot imagine that French government is not able to give me visa more than 3 days without any condition. Jack Lang, merci d'être avec nous sur ce plateau. Est-ce que l'argument développé par M. Sarkozy dans le sujet que nous venons de voir sur la sécurité est, selon vous, recevable? Si vous permettez, j'ai comme une impression de déjà entendu ou de déjà vu. Lorsque j'ai eu la responsabilité du ministère de la Culture pendant 10 ans, nous avons accueilli en France des intellectuels, des artistes, des créateurs en danger ou menacés de mort dans leur pays. Et c'est vrai que... On va y revenir, oui. Non, mais c'est vrai que l'administration, par une sorte de prudence, invoque la sécurité. Mais je crois que le devoir d'un gouvernement, c'est de ne pas laisser la peur gouverner. L'argument de la sécurité est un faux argument. Je dirais même que c'est le contraire. D'éventuelles manifestations liées à l'arrivée. C'est le contraire. C'est en donnant le sentiment de faiblesse à l'égard des chantages exercés par les terroristes ou par les intégristes ou par les islamistes que l'on affaiblit notre pays, qu'on donne l'apparence que nous ne sommes pas assez forts, alors que nous sommes forts, pour accueillir les intellectuels, les artistes, ce qui correspond à une grande tradition française. Ceci dit, au début des années 1990, quand vous étiez au gouvernement, Salman Rushdie s'était plaint par 3 fois de ne pas avoir reçu de visa. Et c'est vrai qu'il y a eu, comme dans ce cas précis, il faut le dire, une résistance de certains administrateurs, de certains ministères, des oppositions, mais précisément le rôle d'un gouvernement, le rôle d'un ministre, c'est de résister à ces obstacles, de dire je souhaite que la liberté l'emporte sur la peur. Et à l'époque, avec l'appui du président de la République François Mitterrand, j'ai invité officiellement au nom de la France Salman Rushdie, qui est venu en France et qui a été reçu par l'ensemble des intellectuels français. Je m'excuse d'insister, mais tout de même après 3 demandes qui avaient été refusées parce que c'était pendant la guerre du Golfe. Donc ça n'est pas... Vous reconnaissez que ça n'est pas facile? Non, je dis que ça n'est pas neuf qu'une administration, notamment celle de l'intérieur, invoque toujours des raisons de ce type. Mais précisément, un gouvernement, ça sert à quoi? Ça sert à faire que la peur ou le conformisme qui se réfugie au sein d'une administration ne l'emporte pas sur, d'abord, la grande tradition française de liberté. C'est une tradition qui remonte au XIXe siècle. Nous avons reçu ici Zola, Picasso, tous ces grands écrivains ou peintres ou musiciens qui ont enrichi la France. Et nous avons, depuis 1981, accueilli en France, ça venait de l'Est, là, c'était l'oppression communiste, Nureyev, Tarkovsky et tant d'autres. Et aujourd'hui, il faut accueillir en France les intellectuels, les créateurs qui sont menacés de mort. Et je pense aussi, excusez-moi de vous le dire, à ceux qui en Algérie aujourd'hui sont en danger. Et certains d'entre eux, vous le savez, ont été assassinés. Alors j'ai envie de dire non à la faiblesse, non aux islamistes, non aux terroristes, non aux intégristes. Et sur ce sujet, il serait important qu'il y ait comme une sorte d'union sacrée entre l'ensemble des mouvements de pensée en France pour que notre pays demeure une terre d'accueil et de liberté. Et encore une fois, l'histoire de la sécurité est un prétexte. Merci beaucoup, je voudrais ajouter une chose encore, si vous le permettez, un mot encore. Il faut savoir que Salman Rushdie, dont nous parlions à l'instant, se trouve encore interdit de séjour en France. Alain Juppé, déjà au mois de juillet, à ma demande, avait donné son accord, et malheureusement, les mêmes raisons empêchent Salman Rushdie de venir en France. Alors j'espère que cet incident d'aujourd'hui sera une bonne leçon et invitera nos dirigeants à respecter la tradition d'asile aux intellectuels et aux écrivains. Merci beaucoup, Jack Lang. L'enquête en Suisse maintenant, mais aussi au Canada, pour essayer d'élucider la mort des 53 membres de la secte du Temple solaire. Toutes ces personnes sont mortes pratiquement au même moment, dans 3 endroits différents, ce qui laisse penser aux enquêteurs qu'il s'agit d'une opération programmée par les chefs de la secte qui n'ont toujours pas été retrouvés. Anne Poncinet et Valérie Gagé.
Au Canada comme en Suisse, les enquêteurs ne croient plus guère à un suicide collectif, ils pensent de plus en plus à un massacre organisé. Hier soir, dans le chalet incendié du nord de Montréal, 3 nouveaux corps ont été découverts, un couple et son bébé poignardés. C'était le corps d'un enfant âgé de moins d'1 an. Le corps était caché derrière un chauffe-eau. Le couple assassiné travaillait pour Joseph Dimambro, propriétaire avec Luc Jouret du chalet incendié mardi, dans lequel 2 corps avaient déjà été trouvés. Dimambro, un Québécois de 70 ans, serait le cerveau de la secte du Temple solaire. La voiture de la famille assassinée a été retrouvée à l'aéroport de Montréal, tachée de sang. Selon la police, le ou les meurtriers ont peut-être embarqué sur un vol international. En Suisse, la police vient précisément de lancer 2 mandats d'arrêt internationaux contre Luc Jouret et Joseph Dimambro. Les progrès de l'enquête ont permis d'établir avec certitude que les 2 hommes se trouvaient bien à Salvan le mardi après-midi précédant la nuit du drame. Ce jour-là, ils se sont fait ouvrir la porte de leur chalet par un serrurier. Ils ont d'abord tenté de faire appel au constructeur. Et moi, je n'avais pas le temps d'y aller, donc j'ai dit que je serais disponible le lendemain matin à la 1er heure. Et là, il m'a répondu que ce serait trop tard. Il fallait ouvrir cette porte tout de suite. Le même après-midi, toujours à Salvan, Luc Jouret a acheté ici 2 lots de sacs plastiques. Nous l'avons vu en tout cas. Il nous a posé la question où se trouvaient les sacs à poubelle. Et c'était Jouret et Dimambro, ou bien c'était que Jouret? Or, ce sont des sacs poubelles gris pleins d'essence qui ont servi dans le système de mise à feu des chalets de Granges-sur-Salvan. Luc Jouret et Joseph Dimambro sont-ils au nombre des victimes? On ne le sait toujours pas. Joseph Dimambro faisait l'objet d'une enquête de la gendarmerie royale canadienne pour blanchiment d'argent et fabrication de fausses monnaies, montant estimé 400 millions de francs. Le suicide collectif du Temple du Soleil apparaît de plus en plus comme une mise en scène, le camouflage d'un vaste trafic. Nous retrouvons l'un de nos envoyés spéciaux en Suisse, dans le petit village de Chéry, Antoine Cormery. Bonsoir Antoine, vous suivez l'enquête depuis plusieurs jours. Qu'est-ce qui ce soir permet de dire qu'il s'agirait plutôt d'un assassinat collectif? Est-ce qu'il y a des éléments vérifiés? C'est vrai qu'au tout début de cette enquête, mercredi matin, la police penchait vraiment très nettement pour la thèse du suicide et elle s'appuyait notamment sur une lettre retrouvée sur une des victimes, une lettre expliquant que cette personne était venue en Suisse pour mourir. Mais c'est vrai que petit à petit, la thèse du meurtre collectif prend de la consistance. Premièrement, c'est vrai que l'arme qui a servi à tirer sur 20 des 23 corps de la ferme de Chéry, cette arme a disparu. On a bien retrouvé des carabines, mais pas l'arme qui a servi à tirer sur les corps. Deuxièmement, les médecins légistes auraient retrouvé des traces d'injection d'un produit puissant sur tous les corps déjà autopsiés. Les membres de la secte auraient donc été drogués. Troisièmement, des véhicules de personnes présentes à Chéry ont été retrouvés à proximité dans des gares de la région. Des personnes qui auraient pu assister peut-être au massacre avant de s'enfuir. Et puis, certaines familles de victimes assurent que leurs proches n'avaient aucune tendance suicidaire et que certains ont peut-être été pris en otage et même assassinés. Et puis, enfin, il y a un décalage horaire assez surprenant entre l'incendie de Chéry et celui de Salvan, un décalage d'à peu près 3 heures. Et pendant ce laps de temps, il est tout à fait envisageable qu'une personne soit partie de Chéry pour se retrouver à Salvan. Alors, pour ce qui est de l'enquête, une réunion de police a eu lieu ce matin, une réunion de coordination pour déterminer quelles sont les coïncidences, quelles sont les similitudes entre les deux affaires. C'est vrai que 2 mandats d'arrêt internationaux ont été lancés contre Jouret et Dimambro, les gourous de la secte, mais on ignore toujours s'ils sont au nombre des victimes puisque tous les corps n'ont pas été autopsiés. Des témoins sont venus également auprès de la police genevoise, notamment pour se mettre sous la protection de la police, craignant peut-être des représailles. Et puis des perquisitions ont eu lieu à Genève dans un certain nombre de maisons et d'appartements. Et c'est l'une des pistes aussi que les enquêteurs, dans laquelle les enquêteurs cherchent maintenant, puisque le capital immobilier de la secte était, semble-t-il, très important. Et ses ramifications financières étaient également très importantes, non seulement en Suisse, mais aussi en France et au Canada. Merci beaucoup Antoine pour tous ces détails. Ces dernières heures, les policiers suisses ont entendu évidemment des dizaines de personnes qui ont fréquenté de près ou de loin cette secte du Temple solaire. Éric Lemasson et Jean Cornu ont recueilli le témoignage d'un proche de l'une des victimes qui connaissait les activités de la secte. Il préfère conserver l'anonymat, peur de représailles, dit-il. La grand-mère de ce jeune Suisse figure au nombre des victimes découvertes à Chéry. Elle était membre de la secte de Luc Jouret depuis 10 ans. Elle appelait pas ça une secte. Elle appelait ça un groupe. C'était
Ça passait plutôt pour un groupe d'amis qui ont tous les mêmes idéaux, la même théorie, et qui croient en la même chose, du fait que l'être humain vit plusieurs vies, qu'il a en son corps un esprit qui est symbolisé par un soleil, et qu'à la mort, ce soleil quitte le corps. Et je savais également que 2 fois dans la journée, à des heures qui correspondaient à des heures solaires, ils se réunissaient dans une pièce en silence, avec une bougie au milieu. Elle vous parlait de ses liens avec Luc Jouret? J'ai toujours eu l'impression que pour elle c'était un être supérieur, qu'elle le considérait comme un être supérieur. Elle avait apparemment un contact, pas soutenu, mais régulier avec lui. Donnait-elle de l'argent à cette secte? Ça, je ne sais pas. Je le pense, mais je ne sais pas. J'en ai pas la certitude. Votre grand-mère était-elle influençable? Était-elle illuminée? Influençable, difficilement. Si elle était influençable, j'en serais le premier étonné. Illuminée, oui. Cette croyance pouvait la conduire vers la mort, pouvait peut-être l'aider à accepter la mort, mais pas de la façon d'un suicide. Pour moi, c'est un meurtre. La dernière fois que vous avez vu votre grand-mère, elle vous a dit quoi? Mardi de la semaine passée. Elle m'a dit qu'elle partait pour un voyage et qu'elle revenait fin novembre. Ça vous a paru normal? Tout à fait. Et elle vous a paru normale? Tout à fait. Elle m'a dit qu'elle allait en Australie. Vous étiez dit, vous, personnellement, que c'était une secte? Oui, mais jamais en le disant sérieusement, en rigolant. Moi, cette secte ne me semblait pas du tout dangereux. C'était une façon de s'occuper pour pas qu'elle devienne une petite vieille gâteuse devant sa télévision ou dans qu'elle reste active. Voilà donc, et je vous rappelle que 2 mandats d'arrêt ont été lancés ce matin contre les 2 responsables présumés de cette secte du Temple solaire. Édouard Balladur a assisté ce matin dans la cour d'honneur de la préfecture de police de Paris aux obsèques des 3 policiers tués dans la nuit de mardi à mercredi au cours d'une fusillade dans le bois de Vincennes. Une cérémonie très émouvante en présence des familles des victimes. Michel Fine et Jean Corneille. À l'heure où les cercueils des 3 policiers tués sont entrés dans la cour d'honneur de la préfecture pour recevoir l'ultime hommage de la nation, tous les services de police de France ont observé une minute de silence. Sous la large tente dressée, les 3 familles en deuil. Celle de Guy Jacob, officier de paix. Celle de Thierry Ménard, gardien de la paix, dont l'épouse, policier elle aussi, n'a pu supporter la douleur. Celle, enfin, de Laurent Gérard. La croix de chevalier de la Légion d'honneur, la citation à l'ordre de la nation ont été décernées aux 3 policiers morts, victimes de leur devoir. Ceux qui portent atteinte à la vie des représentants de la force publique méritent l'application la plus sévère des lois. Cet hommage solennel rendu par la République ne pourra effacer ni la douleur des familles des victimes, ni la profonde tristesse de leurs collègues policiers. Les enquêteurs continuent de s'interroger sur ce qui a pu pousser les 2 jeunes gens à cette folie meurtrière. Pascal Doucébon et Claude Barnier ont recueilli le témoignage du médecin pris en otage dans le taxi et qui a pu s'échapper pendant la fusillade. Il insiste sur le calme et la froide détermination de Florence Ray, la jeune fille de 20 ans qui est aujourd'hui en prison. Ce qui m'a frappé, ça a été, je dirais, la précision, le calme, la méthode de cette fille, vous voyez, qui dans le taxi, je lui donnais 17-18 ans, pas plus, vous voyez, et vraiment, elle agissait avec une maîtrise qui me fait frémir. Son camarade était également assez meurtre à la situation, mais était beaucoup plus excité. Mais elle, lorsque je l'ai vue tirer, c'était vraiment frappant donc, de voir à quel point elle maîtrisait. Elle me faisait l'impression d'être une professionnelle de la chose. Je les sentais quand même psychologiquement assez structurés. Ce n'étaient pas des jeunes sans culture. Ils avaient un bon français, ils n'employaient pas un langage bas de gamme. Vous voyez, ils avaient des mots, je dirais pas très choisis, mais enfin, on sentait que c'était des gens qui avaient un minimum
l'éducation. La fille avait un visage complètement éclairé. D'ailleurs, les photos donc, sur le journal, on voit un visage éteint. Mais dans la voiture, elle était habitée par une... il faisait un bon coup mais qui a très mal tourné. Voilà. Un dernier mot au chapitre judiciaire. Dans l'enquête autour du meurtre de Yann Pia, le député du Var, l'un des tueurs présumés a affirmé au juge d'instruction aujourd'hui qu'un homme politique varois avait commandité l'attentat contre Madame Pia. Le nom de cette personne n'a évidemment pas été révélé. François Mitterrand est depuis hier à Belle-Île dans le Morbihan où il se reposera jusqu'à la fin de la semaine. C'est la 4e fois en 2 ans que le président de la République se rend à Belle-Île. Presque une habitude désormais pour les habitants. Sur place, Marc Maisonneuve et Éric Delagneau. Il faut laisser du temps au temps, avait dit François Mitterrand. Aujourd'hui, le président a décidé de prendre ce temps que la maladie lui dispute. Même s'il élude les questions sur le sujet avec un brin d'agacement. Comment allez-vous? J'ai passé ma vie à parler de ça. J'ai découvert un peu trop tardivement Belle-Île, sans quoi j'y serais bien plus tôt. C'est après son opération de la prostate, en septembre 1992, qu'il est venu là pour la première fois se reposer. Aujourd'hui encore, il tente de se reposer, entouré de sa femme Danielle, de maître Kiechman et de son médecin Claude Calfon. Et il a trouvé l'endroit très beau, il a raison. Hein? Et encore, on ne peut pas l'entraîner dans les endroits les plus difficiles. Les plus beaux. Et les plus beaux. Habitué d'avoir du monde connu, oui, certainement, mais... Mais bon... Il passe. Il passe, oui, c'est son droit. 15 francs, s'il vous plaît. Il est heureux, il est heureux. Et en même temps, mieux découvrir d'autres, tant mieux pour lui. Cet après-midi, au programme du président, un repos et lecture de ses lectures plaisirs dont ses fonctions l'ont si souvent privé. Les autorités roumaines ont refusé aujourd'hui au roi Michel de Roumanie l'entrée dans son pays. Parti de Paris ce matin, il a été contraint de rentrer en France ce soir par le même avion. Olivier Lerner. Saluer un ex-roi 2 fois dans la journée au même endroit dans un aéroport, ce n'est pas tout à fait normal. Roissy, 10h15. L'ex-roi Michel de Roumanie s'envole pour Bucarest. Il sait fort bien que le gouvernement roumain le juge indésirable, mais on n'a rien sans rien, sans visa. Avec un passeport anglais, il va tenter sa chance. Si vous êtes refoulé, qu'est-ce que vous allez faire? On revient ici, puis on repart pour Genève. Et si vous arrivez à entrer à Bucarest? Non, ça, je ne sais pas encore. Mais si on rentre, eh bien on reste. Peine perdue. De Bucarest, il ne verra rien ni personne, excepté des policiers. Les autorités roumaines lui offrent un vol retour sur Genève. Ses valises s'égarent. L'ex-roi reprend finalement le même avion français. Cap sur Roissy. 18h30 ce soir. De retour après 6 heures de vol dans la journée. L'ex-roi n'est pas décapité, mais plus simplement dépité. Il pourra toujours se consoler en prenant un autre avion demain matin pour Saint-Étienne s'il veut voir les siens sur le terrain. Pour la rencontre France-Roumanie de football demain soir, il a besoin d'un billet, pas d'un visa. Nous revenons tout de suite sur la principale information de cette journée avec donc ce déploiement de forces irakiennes à la frontière avec le Koweït. Nous sommes en direct maintenant, je pense, de façon correcte avec notre correspondant à Washington, Jean-Marc Ileouz. Jean-Marc, les États-Unis prennent réellement au sérieux ce déploiement de troupes irakiennes ? Tout à fait, c'est pris très au sérieux, mais il faut le dire aussi sans alarmisme excessif. Tout à l'heure à la Maison-Blanche, un interlocuteur m'a dit nous regardons les choses de très près, nous prenons déjà les mesures et les précautions qui s'imposent. Je crois que ce qui inquiète les militaires américains, c'est moins l'ampleur des mouvements de troupes, des éléments blindés, c'est vrai, de 2 divisions, que leur localisation, 30 km à peine de la frontière du Koweït, c'est la première fois depuis longtemps. Comment la Maison-Blanche analyse ce déploiement de troupes? Est-ce qu'il s'agirait d'une manœuvre d'intimidation, comme on le disait dans nos reportages en début du journal? Écoutez, la Maison-Blanche ne veut pas faire d'analyse publique. Le sentiment général ici, c'est qu'il s'agit d'une gesticulation de Saddam Hussein à remettre dans le contexte diplomatique, celui des Nations Unies. Depuis 1 mois environ, son envoyé spécial Tarek Aziz essaie de convaincre les Nations Unies, non pas de lever, mais du moins de commencer à alléger l'embargo contre l'Irak. Il n'y est pas arrivé. La question est de savoir si Saddam Hussein a vraiment l'intention d'engager un nouveau bras de fer avec les Nations Unies et les États-Unis, ou s'il s'agit d'une manœuvre de politique intérieure quand les prix des denrées alimentaires explosent en Irak. En tout cas, tout à l'heure, Bill Clinton lui a rappelé qu'il ne devait pas se faire d'illusions. Ce serait une faute grave, a dit Bill Clinton, si l'Irak pensait que les États-Unis étaient trop occupés en Haïti. La détermination des États-Unis reste intacte pour ce qui concerne les résolutions de la guerre du Golfe.
Merci beaucoup Jean-Marc pour cette analyse en direct de Washington. Nous revenons en France maintenant, nous reprenons le cours de ce journal avec dans le domaine médical un rapport pour améliorer la prise en charge des urgences en dehors de l'hôpital. Dans de très nombreux cas, l'intervention du SAMU n'est pas forcément nécessaire et ce rapport préconise précisément de renforcer le rôle des centres 15, les centres chargés de coordonner l'envoi des secours médicaux. Explication Marie-Hélène Bonneau et Jean-Daniel Flézaquier. Le centre 15 qui gère les urgences des Yvelines. Plus de 100 000 appels par an. Il y a les vraies urgences, celles qui sont vitales. Centre 15 des Yvelines, bonjour. J'ai ma fille de 22 ans qui a pris des médicaments. Pour ces urgences-là, c'est l'ambulance médicalisée qui part. Ces urgences, où la vie est en jeu, représentent 10% des interventions du centre 15. 90% des appels traités relèvent de la médecine générale. Florence Delaval, médecin généraliste elle-même, travaille dans le centre 15. Son rôle, rassurer le malade ou, si besoin est, envoyer à son chevet le généraliste le plus proche. Oui, bonjour, oui, c'est moi le médecin de garde. C'est ainsi qu'elle a détourné le docteur Bersan de ses visites pour aller voir cette femme qui a eu un malaise et qui se trouvait seule chez elle. L'intervention rapide du médecin généraliste est là suffisante. Alors, racontez-moi ce qui vous est arrivé. Déjà rentré de faire des courses. Ça fait partie du quotidien des généralistes d'être appelé, d'aller comme ça, en premier recours sur tous les appels. Les techniques évoluent, bien sûr. On n'est pas à la pointe de ce qui se fait au point de vue anesthésie-réanimation. Mais dans notre pratique quotidienne, nous gérons sans difficulté la plupart de toutes les urgences, bien sûr. Dans son rapport, le professeur Barrier souhaite que les généralistes soient plus associés aux urgences. Elle propose que cette visite soit payée le double du tarif actuel. Selon elle, même la Sécu y trouverait son compte. Si on payait mieux les médecins qui font l'effort de se former, d'avoir une formation continue et d'être à la disposition en urgence, on évitera beaucoup d'examens, d'hospitalisation et de choses inutiles qui coûtent très cher. On connaîtra d'ici fin décembre les suites que le Premier ministre compte donner à ce rapport. Une histoire maintenant qui prouve que les affaires d'argent ont souvent du mal à faire bon ménage avec les affaires de cœur. Un couple sans autre ressource que le RMI a eu l'immense bonheur de gagner 10 millions de francs au loto. Mais après avoir encaissé le chèque, l'homme a quitté sa femme et son enfant en leur laissant à peine plus de 1000 francs. En Lorraine, Ludovic Fossard et Sylvain Gauthier. Voilà l'image d'un conte de fées qui a aujourd'hui tourné au cauchemar. Pendant des années, Philippe et Marie-Ange ont vécu dans la pauvreté avec pour seule ressource le RMI. Pourtant, en juin dernier, la roue semble tourner et le couple emporte 10 millions de francs au loto, le début d'un bonheur qui ne durera que quelques semaines. Marie-Ange accuse aujourd'hui Philippe de l'avoir quitté, la laissant seule avec leur fille, sans le moindre centime. Je trouve ça injuste, parce qu'il est parti avec l'argent, et alors que c'est moi qui ai joué, c'est moi qui ai gagné avec mon argent. Alors j'estime qu'il n'a pas le droit de partir avec la totalité de la somme. La moitié me revient à moi. Déjà rien que pour ma fille. Pas du tout, rétorque Philippe qui se cache dans ce quartier de Metz. Selon son avocat, les causes de la rupture seraient moins claires que ne l'affirme Marie-Ange et de toute façon, c'est Philippe et lui seul qui aurait acheté et validé le bulletin gagnant. Moi je soutiens une chose qui est commune, qui est connue, simplement que M. Alessi a joué seul, qu'il a eu le ticket à lui seul, qu'il a encaissé à lui seul. D'ailleurs, il y a un chèque qui est fait à lui seul. Pour le moment, la moitié du gros lot est bloquée sur un compte en banque à Metz en attendant une décision de justice. Mais pour Marie-Ange, il ne sera pas facile de récupérer les 5 millions de francs qu'elle demande, le chèque du loto étant toujours remis au porteur du ticket gagnant. Un contrat maintenant qui lui sera tenu, celui signé aujourd'hui entre France Télévisions et les producteurs français. La certitude de trouver sur le service public dans les années qui viennent de nouvelles œuvres originales de télévision. Françoise David et François Granier. Les fictions françaises de grande qualité, les téléspectateurs apprécient et ils en redemandent. Pourtant, la production du visuel ne se porte pas très bien et a besoin de l'aide de la télévision. Le service public a donc décidé d'augmenter de 2% ses investissements dans la commande d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française. Ainsi, pour France 2, les sommes destinées à aider la création passeront de 500 à près de 600 millions de francs par an. France Télévisions pourra également investir dans la production européenne. L'accord avec les producteurs a été signé aujourd'hui. C'est une promesse qui est tenue. D'autre part, c'est une grande première dans l'histoire de la télévision. Et pour tout ce qui concerne la fiction, les documentaires et les programmes de jeunesse. Je peux dire que c'est la première fois
que le dialogue et la coopération entre les partenaires de l'audiovisuel atteignent ces résultats, atteignent cette qualité et ouvrent des perspectives et des chances pour la production, c'est-à-dire pour les auteurs, pour la création française, pour les comédiens, pour tous ceux qui participent de la culture française. Il y aura sans doute des répercussions économiques pour relancer un secteur qui est en crise depuis quelques années, et peut-être cela lui donnera-t-il un nouvel élan. De leur côté, les producteurs se sont montrés satisfaits. Ils vont pouvoir, notamment, disent-ils, travailler dans de meilleures conditions et privilégier la qualité. Nous avons construit ensemble, France Télévisions et les producteurs représentés par l'USPA, les bases d'un développement assaini pour les 3 ans qui viennent, et c'est bien sûr très important dans une période où tout le monde sait que la télévision va se développer beaucoup, mais dans des conditions parfois difficiles. L'accord a été signé pour 3 ans. Le service public offrira encore plus de fictions de prestige, comme La Rivière Espérance, dont le tournage vient de commencer. Diffusion cet été. Un mot, Jack Lang, vous avez été ministre de la Culture, cela va dans la bonne direction? Je crois que c'est une bonne nouvelle et il faut féliciter et les producteurs et France Télévisions d'avoir conclu cet accord qui, je pense, est plein de promesses pour la qualité de la télévision française et raison de plus pour que la France, pays des écrivains du monde entier, et je reviens au premier sujet de ce soir qui était grave, soit accueillante à ces écrivains pour que notre pays demeure un pays de culture. Donc bravo à France Télévisions. Merci beaucoup. En sport maintenant, regardez la composition de l'équipe de France qui affrontera demain soir la Roumanie, un match de qualification pour le championnat d'Europe des Nations. Une équipe résolument jeune, c'est le pari de l'entraîneur Aimé Jacquet. À cette ligne jeune, ajoutons une ligne jaune, celle de la couleur du maillot des nombreux joueurs nantais qui alimentent cette équipe de France. À Saint-Étienne, Thierry Clopeau et Alain Poirier. La photo officielle de l'équipe de France. Après le nul contre la Slovaquie, Jacquet avait été critiqué pour son conservatisme. Petite révolution, le sélectionneur s'appuie enfin sur le Saturne nantaise qui fait tant de mal en championnat. Carambeu, Pedros, Loco et Wedek. Pour ce match contre la Roumanie, Jacquet ose. Il y a des choix, j'ai choisi la carte nantaise parce que lorsqu'on veut réussir un coup, on met le maximum de chance. Et comme ils ont un langage qui est tout à fait particulier et qui peut nous apporter une certaine richesse technique, il était bon que ces cap nantais jouent. Cantona, lui, est tout heureux à l'idée de jouer avec ces jeunes nantais. Le capitaine des Bleus se fait un plaisir aussi de jouer à Saint-Étienne. Il n'y a pas que les Parisiens qui ont le droit de profiter de l'équipe de France. Tout le monde a le droit. Tout le monde aime l'équipe de France. Et peut-être que les gens en province aiment plus l'équipe de France. Donc il est normal qu'on leur donne aussi. En Slovaquie, les Français avaient été frileux pour demain soir, avec une équipe tournée vers l'offensive. Aimé Jacquet annonce la couleur. Il faudra mettre le feu à la défense roumaine et marquer à tout prix des buts. En tout cas, une chose est sûre, ce ne sera pas facile. L'équipe de Roumanie, quart de finaliste, souvenez-vous de la dernière Coupe du Monde, est actuellement, au vu des résultats, la meilleure d'Europe. Avant de terminer ce journal, une touche très musicale. Madonna s'apprête à sortir son nouvel album à la fin du mois d'octobre. Ce sera un véritable événement en exclusivité et en noir et blanc. Je vous propose un extrait du titre principal. Cela s'appelle Secret. Voilà Madonna qui sera mercredi prochain l'invité exceptionnel de Michel Drucker dans Studio Gabriel. Une dernière information concernant donc la crise entre l'Irak et le Koweït avant de refermer ce journal. La Grande-Bretagne a décidé d'envoyer une frégate dans les eaux koweïtiennes. C'est ce que vient de décider donc le ministère britannique de la Défense. Donc vigilance dans les pays de la communauté occidentale et aux États-Unis également. Vous l'avez entendu avec Jean-Marc Ilouz, donc les États-Unis qui prennent très au sérieux ce mouvement de troupes irakiens à la frontière avec le Koweït. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo de Nathalie Riouet. Puis à 20h55, une série policière, RG Goupil Voie Rouge avec Victor Lanoux. À 22h25, le bouillon de culture de Bernard Pivot. 23h35, Taratata. Nagui reçoit ce soir Charles Aznavour. Et aux environs d'1h du matin, le dernier journal de Philippe Lefebvre. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci.